Mes amis, on retrouve Yves-Marie Adeline comme toutes les fins de semaine, tantôt le jeudi, tantôt le vendredi, pour parler de la royauté, faire la chronique de la monarchie. Bonjour Yves-Marie. Bonjour Eric. Alors, on a déjà parlé, je rappelle les épisodes qu'on a fait jusqu'ici. Je rappelle d'abord le but de ces épisodes. Il ne s'agit pas de faire une thèse sur la monarchie de droit divin, ni sur l'Ancien Régime, ni de faire des thèses d'histoire sur chaque sujet, parce qu'on a parfois des lecteurs qui pensent qu'en 20 minutes, on doit faire un contenu scientifique digne d'une conférence de 3 heures dans un colloque spécialisé. L'objectif est de familiariser un public qui est souvent coupé désormais de l'histoire des idées. C'est comme ça, il y a un effondrement cognitif en Occident. Et donc l'idée est d'apporter une culture générale un peu sérieuse, mais pas d'érudit digne de l'école des chartes, sur le concept de royalisme, de royauté, de monarchie. Et donc nous avons fait un premier numéro sur l'état des prétendants aujourd'hui. Nous avons parlé de Gaulle et du comte de Paris, De Gaulle et la monarchie. Nous avons parlé de Charles Maurras la semaine dernière, qui est une des figures du mouvement royaliste, même si Yves-Marie l'a abondamment rappelé, Charles Maurras lui-même n'était pas un monarchiste. Et j'ai demandé à Yves-Marie de parler d'une autre personnalité importante de l'histoire des idées, de l'histoire du XXe siècle, qui est Maurice Barrès, qui est un contemporain de Maurras, qui n'est pas une figure du monarchisme, mais dont beaucoup de gens de la mouvance monarchiste évoquent souvent les écrits. Et je voulais qu'on en dise quelques mots, puisqu'en réalité, Maurice Barrès a eu une influence intellectuelle au début du siècle importante sur les milieux qui se réclamaient de la mouvance légitimiste, on va dire ça comme ça. Est-ce que vous partagez ce que je viens de dire, Yves-Marie, sur Maurice Barrès? Oui, alors on est surtout là dans le nationalisme. Et c'est pour ça que j'avais qualifié le maurassisme de national-royalisme, même si bon, la consonance peut évidemment irriter quelques-uns, en affoler d'autres, mais on est surtout dans le nationalisme. Donc on n'est plus vraiment là dans la monarchie. Cela dit, vous avez raison de rappeler que Barrès, en somme, a eu une influence plus profonde, plus considérable encore que Maurras, précisément parce que lui se refusait à couronner le nationalisme et il acceptait le régime républicain. C'est finalement ce que réalisera De Gaulle, en dépit du fait que De Gaulle, par l'expérience, comprendra que pour faire durer son système, qui est un système tout à fait barrésien, avec un chef d'État fort à la tête du pays, il faudrait revenir à la monarchie, il faudrait recourir à la monarchie. Mais en dépit de cela, Barrès, d'ailleurs, dont on verra les limites de son raisonnement quand il refuse la monarchie à Maurras, par exemple, s'il fait partie des personnalités que Maurras interrogera dans son enquête sur la monarchie, il est resté fidèle à cette idée d'une république, mais alors pas du tout la république qu'il connaissait. Absolument pas. Il en a été extrêmement critique, notamment dans son roman L'énergie nationale. Alors, est-ce que, pour commencer, pour resituer, parce que beaucoup de gens, je pense, ignorent qui est Barrès, n'en ont peut-être même jamais entendu parler, est-ce qu'on peut replacer Barrès, quelques éléments biographiques de Barrès? Oui, alors il s'appelle Maurice Barrès, c'est un Lorrain. Et ça joue énormément sur toute sa vie, toute sa carrière même. Il est né donc en Lorraine et en 1862, donc effectivement c'est un contemporain de Maurras. Et à l'âge de 8 ans, il a la tristesse de voir son pays envahi par les armées prussiennes, disait-on à l'époque. En réalité, car l'Allemagne n'existait pas. L'Allemagne n'existe pas, elle va exister. Il faut rappeler qu'avant 1870, l'Allemagne n'existe pas. Elle n'existe pas. Et elle sera proclamée à l'occasion de cette défaite française. De fait, les pays allemands qui se sont soudés autour de la Prusse pour faire la guerre à la France, qui le méritait d'une certaine manière, parce que c'est la France qui a déclenché une guerre complètement absurde dans cette affaire, mais enfin c'est comme ça, et va proclamer, les États allemands vont proclamer l'Empire allemand autour du roi de Prusse, qui sera roi de Prusse, empereur allemand,
à Versailles, dans la galerie des classes, c'est-à-dire le symbole de l'apogée de la puissance française et de la domination de la France sur le monde à l'époque de Louis XIV. En tout cas, pour le jeune Barrès, lui, il est encore très loin, évidemment, de ces considérations-là. Il a 8 ans quand son pays est envahi et en 1871, l'affaire est pliée, il a 9 ans. Et il se trouve que lui vit dans une partie de la Lorraine qui n'a pas été annexée, parce qu'on dit toujours l'Alsace-Lorraine, on devrait plutôt dire l'Alsace-Moselle, parce qu'il y a une partie de l'Alsace, de la Lorraine, pardon, de la Lorraine, qui n'a pas été annexée. Il n'empêche que… Il faut redire, Yves, pour que les Français de l'intérieur, comme disent les Alsaciens, soient bien au fait de ce que vous venez de dire, il faut redire que la frontière, elle passe entre Nancy et Metz. C'est-à-dire que alors, Metz est allemande. Voilà, ouais. Voilà. Metz est allemande. Metz est allemande et Nancy reste française. Et d'ailleurs, toute sa carrière, enfin toute sa littérature va tourner d'abord autour de Nancy avant Paris. Et l'Alsace qu'on appelle nous l'Alsace-Lorraine, enfin l'Alsace-Moselle, devient terre d'empire. Et donc, effectivement, elle est allemande. Mais Nancy reste française. Et alors, Barrès en retirera bien sûr, comme tous les Français d'ailleurs, d'abord une énorme humiliation, parce que la France n'avait pas subi de défaite militaire aussi cinglante depuis très longtemps, depuis des siècles. Et on peut dire depuis les périodes noires de la guerre de 100 ans, Azincourt, etc. Bon, et elle revivra en pire encore cette affaire en 1940, mais enfin en tout cas, elle n'avait pas subi un tel traumatisme, et elle se remettra en question d'ailleurs. Et Barrès fait partie des figures intellectuelles qui remettent en question la France dans son organisation, dans sa mentalité surtout. Parce que Barrès, avant d'être un pur intellectuel, c'est un doctrinaire si on veut, mais enfin c'est surtout un grand sentimental. C'est à la limite le reproche qu'on pourrait lui adresser dans l'histoire des idées politiques, parce que tout ça repose sur une sorte de mystique de la nation. Alors, Barrès va faire ensuite sa carrière à Paris et il va s'imposer d'abord, pas du tout dans l'idée du nationalisme, etc. Au début, c'est un jeune, donc on est sous la Troisième République, c'est un jeune garçon plein de talent littéraire et qui développe ce qu'il appelle le culte du moi. Donc, il publie des romans qui attirent à lui la jeunesse, comme tout ce qui est décadent. La jeunesse y est sensible parce que c'est la révolte contre les parents, c'est la poussée d'acné, c'est tout ça, on essaye de se réaliser soi-même. Bon, et donc, il va pendant plusieurs années défendre l'idée que ce qui importe, c'est moi. Alors, il appelle ça l'égotisme, non pas l'égoïsme, mais l'égotisme, c'est-à-dire le culte du moi. Il va étudier… C'est très stendhalien. Oui, c'est ça. Il va étudier ses propres sensations, il va les analyser, tout ça. Et on s'en tient là. On s'en tient à l'expression du moi. Et c'est drôle parce qu'au bout d'un moment, il n'en reste pas moins un Lorrain quand même, privé de sa patrie. Et il va traduire ça dans une sorte de moi, mais national. C'est-à-dire le culte du moi national, le culte de la nation. Et à chaque fois, il va attirer à lui la jeunesse qui est surtout attirée par son talent et qui va le suivre comme un véritable maître à penser, passant de l'égotisme au nationalisme. Alors, dans l'intervalle, bien sûr, il y a d'abord l'extrême médiocrité du régime républicain de la Troisième République, qu'il va dénoncer avec cruauté plus tard dans le 3e volume de son roman L'énergie nationale, qui s'appelle Leur figure et qui est extraordinairement actuel. Il faut lire ça pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans notre personnel politique. Donc il est, disons qu'il va attirer à lui cette jeunesse, mais alors dans l'intervalle, disais-je, il y a l'affaire Boulanger. Et le général Boulanger, qui est un général qui porte beau, il porte même trop beau, il finira mal à cause de ses succès
c'est féminin. Le général Boulanger a été nommé ministre de l'Intérieur, il a beaucoup réformé, disons, la condition du soldat, etc. Alors, parce qu'il faut dire quelques petites choses. Donc, dans l'histoire des idées, beaucoup considèrent que le général Boulanger, ce qu'on a appelé le boulangisme, est une espèce de résurgence du bonapartisme ou une forme un peu décadente de bonapartisme. Et il faut dire, pour que les gens qui ne connaissent pas la vie de Boulanger, qui est une vie haute en couleurs, oui. C'est une espèce de mélange entre Christophe Castaner et Alexandre Juvin-Brunet. C'est-à-dire un mélange de prétention, d'arrogance, de médiocrité, oui, c'est ça. Oui. Un côté très caussard, très... Allez-y, oui, alors, en plus, oui. Oui, Christophe Castaner, là, on est quand même tombé. Bon, pourquoi pas? On peut faire. C'est pas gentil pour la mémoire du général Boulanger, mais cela dit, à sa mort, vous savez c'était Comment un est-il mort? Alors, il est mort par déception amoureuse. Il est allé en Belgique, un pays que vous connaissez bien. Enfin, un pays. Un concept. Un concept que vous connaissez bien. Et il s'est suicidé sur la tombe de sa maîtresse. Et Clémenceau a eu ce mot très cruel. Il est mort comme il a vécu, en sous-lieutenant. Donc c'était vraiment très méchant. Vous voyez, on est bien entre le capitaine Juvin-Brunet et Christophe Castaner. C'est ce mélange d'idées mal digérées et de côté. Oui, c'est vrai. Cela dit, voilà. Ouais, mais cela dit, on se demande si Boulanger n'a pas été moins étourdi qu'on l'a déclaré. Je pense que sa prospérité, on l'a surnommé le général revanche. C'est-à-dire, il était l'homme qui devait, effectivement, une sorte de Bonaparte, si on veut, qui devait rassembler autour de lui les énergies nationales et reconquérir l'Alsace et la Lorraine. Et de fait, Barrès a été boulangiste. Mais au moment de prendre le pouvoir, il y a une occasion comme ça, une émeute dans la ville de Paris, et qui pourrait porter au pouvoir Boulanger. Boulanger s'y refuse. Et on peut se demander si Boulanger n'a pas été un peu plus raisonnable qu'on ne l'a raconté, dans la mesure où il savait bien quand même, ayant été ministre on dirait aujourd'hui de la Défense, mais enfin, en tout cas ministre des Armées à l'époque, que la France n'avait pas du tout les moyens de reprendre l'Alsace-Lorraine. À elle seule, en tout cas, songez que lorsque la guerre de 1870-71 a lieu, il y a 35 millions de Français, 35 millions d'Allemands confondus, tous les Allemands confondus. Et en 14, il y aura 39 millions de Français et 67 millions d'Allemands. Donc, et l'Allemagne, voilà, pareil, dans l'intervalle, sera devenue une immense puissance industrielle, surtout alors réunifiée, donc, enfin unifiée, pardon. Donc, il avait conscience de cette impossibilité et l'affaire ne pourra réussir que en nouant un réseau d'alliances extraordinaire et même des alliances presque contradictoires avec la Russie et l'Angleterre en même temps. Bon. Donc, peut-être a-t-il été plus sage qu'on l'a raconté. En tout état de cause, il est vrai que faire cohabiter une passion amoureuse et une carrière politique prometteuse, c'est pas facile. Alors, on a vu ça un petit peu au 8e étage en dessous, que Sarkozy a au pouvoir et se démêlant, se dépétrant de son mariage, etc., avec sa deuxième femme, bon, de l'époque, c'est pas si simple, quoi. Et aussi, je pense que son immense popularité, qui attirait à lui tout le monde, il y a un côté un peu, je dirais presque Le Pen, c'est-à-dire qu'il attirait à lui toute l'opposition au système, aussi bien sûr, chez les bonapartistes que chez les royalistes d'ailleurs, chez les fidèles du comte de Paris qui étaient là, on attend de vous. Donc il y avait les républicains de droite, les monarchistes, les bonapartistes, enfin tout ce qui pouvait s'opposer effectivement au régime de la Troisième République. Faire cohabiter tout ça. Il y a des gens qui ont réussi après tout. Franco, par exemple, a réussi en Espagne. Mais c'était pas facile. En tout cas, ça a nourri cette espèce d'ambiance de revanchisme, bien sûr, et ça a exalté ce nationalisme qu'a porté brillamment, notamment par la littérature. Alors, je suis méchant en disant ça, parce qu'il a quand même été député aussi sur le tard, quand même, en 1901, quelque chose comme ça.
au tout début du XXe siècle, le fameux Maurice Barrès, qui a d'abord essayé d'ailleurs de se présenter à Nancy, il a été battu, etc. Bon, enfin, plus tard, il sera effectivement député. Donc, c'est à la fois un homme politique et un romancier, mais enfin, c'est surtout un homme de lettres, c'est un romancier de talent. Qui va et qui va, marquer oui, dans l'histoire, dans l'évolution de la pensée de Barrès, c'est la fameuse trilogie Les Déracinés, où il raconte son éveil à ce qu'il a appelé ensuite le moi-nation. Est-ce que vous pouvez nous dire alors la trilogie s'appelle le roman. Oui, alors la trilogie s'appelle le roman de l'énergie nationale. Les Déracinés, c'est le premier roman, hein. Le premier tome, je veux dire, le premier volume. Le deuxième volume, c'est l'appel aux soldats. Là, évidemment, on est chez Boulanger. Mais vous voyez ce qu'il rapproche un peu de Maurras, entre parenthèses. Même si Maurras ne réduit pas la figure du général Monck à celle d'un militaire, il n'empêche qu'il y a cette idée d'un appel à un homme venu de l'extérieur du système et qui viendrait sauver les choses. Car la caractéristique, évidemment, de la démocratie d'une manière générale, et de la République française, qui est foncièrement démocratique et révolutionnaire, c'est que le salut ne peut pas être endogène, il ne peut venir que de l'extérieur. Donc à chaque fois qu'il y a une crise grave, il a fallu appeler une personnalité extérieure. Et il se trouve que ces personnalités-là, dans l'histoire en tout cas, elles ont toutes été extérieurement consacrées par l'histoire à cause des guerres. Donc Bonaparte, qui est le sauveur venu de l'extérieur, et puis on aura comme ça effectivement l'hypothèse Boulanger, mais on aura aussi Pétain, on aura De Gaulle, vous voyez, il y a cet appel aux soldats, ce qui est d'ailleurs disons presque illusoire dans l'histoire de France, parce que à part une exception comme celle de Bonaparte, où là il y a vraiment un coup d'État, Pétain, on ne peut pas dire sur un coup d'État, puisque la chambre de gauche du Front populaire lui accorde les pleins pouvoirs, et De Gaulle non plus. Alors évidemment, pour les partisans de la 4e République, l'arrivée de la 5e procéderait d'un coup d'État, mais non, il est quand même appelé par le président de l'époque qui dit « je m'adresse aux plus illustres des Français », etc. Donc l'appel aux soldats, en tout cas, pour revenir au deuxième volume du roman de l'énergie nationale, c'est évidemment le boulangisme, bien sûr, et puis ensuite leur figure. On voit d'ailleurs comment Barrès, l'appel aux soldats, ça n'a pas marché, et donc leur figure, c'est le portrait qu'il fait du personnel politique français. Alors évidemment, c'est très anti-parlementaire parce que la Troisième République est une république parlementaire, comme sera la 4e, qui est en fait sa copie. Et donc, il met en question tout ce système de ce qu'on appelait, enfin, de la Chambre des députés, on appelait ça la Chambre à l'époque et non pas l'Assemblée nationale, et il en fait un portrait au vitriol. Alors, il y a une seule satisfaction qu'il vivra, bien sûr, puisqu'il est mort en 1923, il aura eu le temps de voir le recouvrement de sa patrie perdue, de l'Alsace et la Lorraine, après, disons, à partir du 11 novembre 18, quoi. Il aurait eu le temps de voir ça. Pour le reste, les réformes politiques qu'il réclamait n'ont jamais été réalisées. Il faudra attendre De Gaulle. Car en fait, qu'est-ce que réclamait Déroulède? Un chef d'État. Mais pas un chef d'État, pas un monarque, enfin un monarque au sens grec du terme, si on veut, évidemment, le chef, quoi, mais pas un monarque dynastique, voilà. Et ça, c'est ce qu'il oppose à Maurras. Quand il répond à Maurras, d'ailleurs, il dit oui, vous avez des soutiens intellectuels de grande qualité, c'est sûr. Dans un cabinet de chercheurs, dit-il, je sais pas le mot chercheur, mais dans un cabinet de travail, ce qui est un petit peu méchant, ironique, mais en tout cas, il dit la chose suivante. Il dit le problème, c'est que, bon, je le dis dans mes mots à moi, le pacte est rompu entre les Français, entre le peuple, la nation française et la monarchie et la dynastie, et il compare ça, il croit pouvoir comparer cela à l'Allemagne et la Russie. Il dit, regardez, l'Allemagne, il y a vraiment là un système dynastique solide avec une adhésion pleine et entière de la population, et regardez la Russie, il y a une adhésion solide et pleine et entière de la nation.
moins de 20 ans plus tard, il répond donc au début de l'enquête, 1900, de l'enquête sur la monarchie de Maurras, et moins de 20 ans plus tard, ces deux monarchies-là s'effondreront. Donc, en réalité, les événements lui ont donné tort. Mais pour en revenir à l'essentiel, nous n'avions plus de chef d'État depuis Napoléon III, et nous étions dans ce régime d'assemblée, le régime parlementaire qu'il a tant critiqué dans leur figure, donc le troisième volet de son roman de l'énergie nationale, et il réclamait un président fort, mais un président. Et en fait, c'est ce que réalisera De Gaulle. La Ve République. C'est ce que réalisera la Ve République. C'est pour ça que je dis souvent que De Gaulle n'est pas maurassien, contrairement à une légende que quelques-uns colportent, c'est un barrésien. Mais c'est vrai que nous l'avons vu ensemble, De Gaulle a pensé à la monarchie parce qu'il s'est bien rendu compte que ce qui pouvait faire durer ce système-là, eh ben, c'était la continuité et donc un régime de successibilité, de successeurs, quoi, hein, héréditaire, si on veut. Et Barrès n'y croyait pas du tout. Enfin, lui, il pensait que cette page était tournée. Donc, ça ne faisait pas de lui un sans-culotte, mais il pensait que cette page était tournée. Voilà, c'était pas ça n'était plus dans l'esprit français. En cela, on voit bien que c'est plus un sentimental qu'un intellectuel, parce que, à la limite, quand on fait de la théorie politique, rien ne peut nous empêcher de considérer que la monarchie est le meilleur des systèmes, même si l'on sait que aujourd'hui, en 2024, on ne voit pas trop quelles seraient les circonstances qui permettraient une réinstauration, à défaut de restauration, peu importe le mot qu'on emploie. Mais en tout cas, dans la théorie politique, dans les idées politiques, rien n'empêche de réfléchir à tout cela. Lui, c'est un sentimental, parce que c'est avant tout quelqu'un qui a été blessé dans sa personnalité par l'annexion de sa province. Et puis, on est à une époque d'exaltation nationaliste où, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il va transformer l'égotisme en un moi national. Et là, il se fait une idée de la nation qui est une idée quasi mystique, quoi. Est-ce qu'on peut dire 3 mots pour conclure cet entretien passionnant? 3 mots sur la colline inspirée. Quelle est cette relation d'inspiration pratiquement poétique du nationalisme chez Barrès? Oui, alors c'est un roman qui commence par cette phrase qui évidemment est restée dans l'anthologie de la littérature française. Il est des lieux où souffle l'esprit. Vous voyez, il y a des romans qui commencent comme ça. Longtemps je me suis couché de bonne heure, ou bien demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, etc. C'est des phrases qu'on ne peut jamais oublier. Et l'idée, oui, quand on les a apprises, évidemment. Donc l'idée, pour moi, c'est pas inintéressant comme roman, justement, parce que c'est sur une colline. D'abord, il écrit un roman, c'est pas un commentaire sur l'existence de cette colline, qui effectivement a été le lieu d'une spiritualité depuis la profondeur des siècles, puisque ça a été un lieu de culte gaulois, puis romain, puis chrétien, et là, il imagine des religieux catholiques qui s'installent là et qui partent en secte, ça part n'importe comment avec quelqu'un qui se fait passer pour un prophète, enfin bref, tout ce que la religion comme la politique peut présenter comme danger quand elle n'est pas encadrée, justement, d'où l'intérêt d'une organisation comme celle de l'Église catholique. Parce que, comme dira un autre auteur postérieur dans Marcel Aimé dans Clérembault, oh, vous savez, l'Église est là pour vous protéger de l'enseignement du Christ, ce qui est une manière ironique de dire on peut faire dire n'importe quoi au Christ et ça peut faire partir des gens complètement dans les vapeurs, hein. Et c'est un peu ce qui se passe dans la colline inspirée, c'est-à-dire des gens qui se laissent aller à ce qu'ils considèrent comme des idéaux, mais bon, qui sont des... Et alors, cela dit, ça part d'une histoire vraie. Il y a eu, en effet, sur cette colline, un incident de cette nature qui a été oublié. Elle se trouve où, cette colline?
Elle est ben justement dans cette Lorraine. Où est-ce qu'elle est exactement, la colline Lausanne, de inspirée? mémoire, c'était dans le Elle département de est, la Meuse. Mais oui, c'est ça. Elle est dans ce, oui, elle est dans ce coin-là. Euh, donc oui, c'est évidemment, elle se voit très très bien de loin. Elle barre l'horizon. Enfin, elle barre l'horizon. Elle ne barre pas parce que c'est une colline, c'est pas une falaise, mais quand même, elle se voit très bien. Donc, elle est effectivement dans cette région-là, effectivement, dans sa région à lui. Mais bref, donc ce qu'on peut dire pour, enfin, moi, vous aurez compris que je suis pas fanatique de cette littérature-là. Bon, c'est pas un roman qui m'a particulièrement marqué. Mais enfin, après, c'est une question de goût, hein. Ce qui m'intéresse plus chez lui, c'est cette espèce de presque de dérive de la pensée politique, parce que la pensée politique, elle doit quand même être rationnelle, en principe, si on veut faire de la philosophie. Et là, il représente la nation comme une sorte d'organisme, un arbre d'ailleurs, il compare à un arbre avec ses racines, d'où le roman Les Déracinés. C'est des gens qui ont vécu comme lui à cause de leur prof, de leur instituteur ou de leur prof. Ils ont été déracinés, mais alors que s'ils n'avaient pas été déracinés, ils auraient tous très bien tourné. Mais ceux qui ont réussi à se réenraciner, finalement, ont bien tourné. Et puis, il représente ça comme, c'est pas faux, évidemment, pour une nation. De Gaulle est très comme ça, entre parenthèses, hein. Mais il y a un passé, un présent, un avenir, et tout ça, c'est la nation française. Et le reste, après tout, ce ne sont que des accidents de l'histoire. C'est pas complètement faux. Quand De Gaulle, par exemple, ne dira jamais les soviétiques, mais les Russes, en dépit du fait qu'il a vécu la plus grande partie de sa vie contemporain d'un régime communiste, pour lui, c'était avant tout des Russes. Il disait jamais les soviétiques. Et donc, la France, pour Barès, c'est pareil, c'est une nation qui remonte très loin dans l'histoire et qui vit comme un organisme. Mais alors, ça produit une sorte de déterminisme politique qui priverait finalement chacun d'entre nous de demander des comptes à cette nation, ou du moins à l'État qui la régit. Donc il y a une sorte d'embrigadement. Vous avez compris mes réserves, les réserves que j'ai formulées déjà sur le nationalisme. Il y a une sorte d'embrigadement des esprits qui est fondé sur cette espèce de mystique, et nous appartiendrons, comme l'Atman appartient au Brahman, hein, chez les hindous, nous appartiendrons à une sorte de corps indistinct, en définitive. Ou nous, en tout cas, nous ne sommes pas distingués. Donc c'est un peu ce que je reproche. merci Yves-Marie. Alors, c'était passionnant, mais peut-être que certains auront quand même envie de lire Les Déracinés, le Oui, roman de ah mais l'Union oui, nationale, ou la colline j'ai parlé de la inspirée. colline inspirée qui m'inspirait moi. Ce que je trouverais bien, mais je pense qu'il y aura probablement une deuxième série hors de la monarchie à faire sur la notion de roman national, parce qu'on voit bien aussi que tout ce qui s'est passé à la fin du 19e siècle a beaucoup influencé l'idée que nous avons de la nation aujourd'hui. Et dans le cadre du royalisme, Ernest Renan n'a pas sa place, donc on fera une série à part. Ce qui me semblerait intéressant, c'est qu'on fasse pour les 2 prochains épisodes, l'un quand même sur l'affaire Dreyfus, qui là aussi n'est pas une affaire de royalisme directement, mais il est difficile de parler du mouvement royaliste à la fin au tournant du XXe siècle, sans évoquer l'affaire Dreyfus et son impact sur la suite. Et puis, il faut évidemment que nous reprenions notre cheminement historique, que nous parlions de la querelle du drapeau et du comte de Chambord, qui explique pourquoi, au fond, il n'y a pas eu de monarchie en France au XXe siècle. C'est que les légitimistes, l'héritier des Bourbons, auraient fait le choix du bon drapeau, si j'ose dire. Eh bien, il y aurait eu un retour de la monarchie en 1800, après 1870, mais pas très longtemps. 73, oui, en 73. Voilà. Et on n'aurait pas eu de république. Et ça, peu de gens le savent, c'est qu'au fond, s'il n'y a pas eu de monarchie en France, c'est pas à cause des méchants, pas que à cause des méchants francs-maçons républicains laïcards,
c'est d'abord parce que les royalistes n'ont pas voulu reprendre la couronne. Voilà, disons-le, on ne prête que riche, mais enfin bon, le premier sujet de la disparition de la monarchie en France, c'est quand même la faiblesse des royalistes, si j'ose dire. Oui, leur division. Oui, leur division. Enfin, on en reparlera. Leur mythologie, leurs affrontements mythologiques, on va dire ça comme ça. On se retrouve la semaine prochaine, Yves-Marie. D'accord, à la semaine prochaine, Eric. Allez, à bientôt. Au revoir.